Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure, ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, qui vivent aussi avec un handicap ou certaines limites. Au-delà des limites, c'est une invitation d'Yvan Deslauriers et de Francine Forget. Aujourd'hui, nous recevons la présidente directrice générale de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain, qu'on appelle communément l'ASAM, Madame Jocelyne Richard. Jocelyne a une maladie très rare de la rétine et d'origine génétique qui cause une déficience visuelle dès la naissance ou en très bas âge. Cette maladie s'appelle l'amorphose congénitale de Leber. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Alors, Jocelyne, vous êtes née en 1952 à Pointe-Gatineau. Alors, je pensais qu'on avait un moment intime tous les deux ensemble parce qu'on a fait du tandem, mais moi, j'ai vécu pendant 8 ans dans l'Outaouais. Alors, vous ne pouvez pas me dire des menteries sur Pointe-Gatineau, je sais où ce que c'est. OK. Là, ça s'appelle Gatineau maintenant. Oui, ça s'appelle tout Gatineau. Moi, j'ai demeuré à Hull puis à Aylmer pendant une certaine époque. OK. Alors, parlez-nous, vous êtes la présidente directrice générale de l'ASAM, l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Parlez-nous de l'ASAM à l'intérieur de l'offre de services en loisirs pour les personnes malvoyantes. L'ASAM s'était fondée en 1983. D'ailleurs, on souligne ses 40 ans cette année. Oui, avec FAST. Oui. Avec les deux Pierrot qui vont nous chanter, qui vont nous donner un répertoire sur l'histoire musicale des années 70-80. Mm-hmm. L'ASAM, à l'époque, les trois fondateurs seront présents cette soirée-là. Et puis, ces personnes-là, c'est beau comme parcours parce que ils avaient l'intention d'offrir des activités de sport, comme à l'époque, c'était le goalball. Et puis, le tandem est arrivé assez rapidement, puis d'autres activités qui sont adaptées plus pour permettre à des personnes de faire des exercices de plein air. Et des exercices physiques aussi. Alors, c'est encore la vocation aujourd'hui de regrouper des personnes ayant une déficience visuelle, briser l'isolement, établir des réseaux d'entraide. Voilà. C'est encore les mêmes objectifs qu'à l'époque. Quand on revient autour de 1952, 53, 54, est-ce que vous voyez, vous, à ce moment-là, où dès votre naissance, dès ce que vous vous souvenez, vous aviez une déficience visuelle? Bien, c'était diagnostiqué. À l'époque, c'était pas diagnostiqué, j'avais une déficience visuelle. C'est ma grand-mère qui soupçonné parce que mon mouvement des yeux n'était pas comme les autres enfants. Mais j'avais une vision partielle quand même parce que je pouvais me guider sur un trottoir. Je me souviens de me promener avec une bicyclette. Mais je n'avais pas une grande vision. Là, au-delà de 5 pieds, là, je ne voyais plus du tout. Là. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours cette vision partielle ou pas non, du tout? Non, pas du tout. Je l'ai perdue complètement, je dirais, à l'âge de 20 ans. Là où j'étais inscrit au cégep, c'est à ce moment-là que j'ai perdu totalement ma vision. Aujourd'hui, je vais peut-être avoir une perception lumineuse. Comme le soleil, je vais le percevoir. S'il y a de la clarté, c'est tout. Quand vous avez perdu complètement votre vision là, au niveau du cégep, est-ce que ça vous a fait quelque chose? Est-ce que vous sentiez vraiment que vous aviez perdu quelque chose? Bien, c'est parce que quand je me suis en allée faire le secondaire 5 et le cégep, je trouvais avoir quitté l'école des personnes aveugles. À l'époque, ça s'appelait l'Institut Nazareth. Alors, tu sais, j'avais comme une double tâche à surmonter, c'est-à-dire m'adapter dans un monde ordinaire, qu'on appelait, et puis sentir que j'ai perdu la vision. Puis à cette époque-là, apprendre à manipuler une canne blanche, c'était pas évident. Là. Il n'y avait pas nécessairement quelqu'un en réadaptation comme on a aujourd'hui. Alors, on te montrait une canne blanche à l'intérieur d'une journée, que de technique,
Et puis par la suite, tu avais à te débrouiller puis à apprendre à fonctionner avec ça. Là. Mhm. C'était pas comme aujourd'hui. Là. Est-ce que l'option d'avoir un chien guide, ça existait à ce moment-là? Puis, je vous ai vu arriver, on se connaît un petit peu, là, je suis allé suivre un cours avec vous, mais est-ce que c'est une option que vous avez considérée à votre âge adulte? Je ne l'avais pas considéré, puis je l'ai considéré à l'occasion, mais finalement, j'ai préféré pas avoir de chien guide. Il y a quelqu'un, une fois, m'avait dit, « Est-ce que tu vas avoir un deuxième enfant? » Je dis « Non, pas tout de suite. » Bon, elle m'avait dit « Tu laisses tomber le chien guide. » Parce qu'un chien guide ne conduit pas un maître et quelqu'un d'autre. Alors, je ne l'avais pas considéré. Et quand j'étais sur le marché du travail, j'étais habituée de dire « Je m'appelle Jocelyne Richard, je relève de tel endroit. J'ai eu votre dossier. » Alors, il aurait fallu que j'explique que j'ai un chien guide. Et parce que si des fois, il y a des personnes qui sont allergiques ou ils ont peur. Alors, je n'étais pas habituée de donner cette formule-là. Puis moi, je me disais, il fallait que les gens s'habituent à recevoir une personne qu'ils ne voient pas. Puis il fallait qu'ils apprennent à composer immédiatement avec ce principe-là. Mm-hmm. Ça l'a pas pour moi, ça l'a pas posé de problème au niveau du travail parce que les gens, quand j'allais les rencontrer à domicile, je leur donnais 5 minutes. Ça le teste, ça. Oui, 5 minutes. Ben, c'est parce que les gens sont curieux. Ils savaient pas que je travaillais dans un CLSC ou dans un centre de services sociaux. Alors, eux, quand ils voyaient une personne aveugle arriver, ils disaient « Oh, là, ils disaient pas ça comme ça, mais ils disaient « Oh, elle va-t-elle être capable de s'occuper de moi? » Parce que pour eux autres, il faut voir pour comprendre. Mm-hmm. Alors que moi, c'est l'inverse. Alors moi, je disais, ben, je leur disais pas comme ça, là, mais je leur donnais 5 minutes de curiosité. Puis après ça, je leur prenais le contrôle de l'entrevue. Puis ça se passait très bien. Ça allait arriver peut-être une fois ou deux dans 35 ans de carrière que quelqu'un a dit hey, « Moi, je veux pas avoir une aveugle qui s'occupe de moi, elle ne comprend rien. » Ou elle ne peut pas me comprendre parce qu'elle ne voit pas. Mais c'est arrivé peut-être une fois ou deux, c'est pas beaucoup, là. Ben ça, on va y revenir plus en détail dans quelques instants. Je voulais terminer notre première conversation avec la question, votre engagement bénévole dans la SAM, c'est pas le seul engagement bénévole que vous avez eu dans votre parcours. Vous avez été impliqué dans la magnétothèque, dans toutes sortes de choses. Oui, assez jeune quand même, quand j'ai travaillé au Centre des services sociaux, il nous permettait à l'époque de s'occuper du réseau communautaire. Alors, j'ai été bénévole, on appelait ça à l'époque « Nous nous intégrons en commun ». C'était un organisme des droits de la défense des personnes handicapées. J'ai été sur le conseil d'administration de Vues et Voix, qu'on appelait anciennement la magnétothèque. Oui, oui. La magnétothèque, à l'époque, il n'y en avait pas quand nous, on étudiait. Alors, c'est quelques personnes avec moi qui ont songé à inventer l'histoire de la magnétothèque. Là, on ne s'éparpillera pas, parce que c'était pas ça le sujet. Non, mais c'est quand même d'avoir des gens voyants qui enregistrent des livres au profit des gens qui ne peuvent pas lire eux-mêmes. Oui, puis surtout quand tu t'en vas à l'école régulière, au cégep, à l'université, il n'y a rien d'adapté pour toi, là. Mm-hmm. Alors, c'est toi qui dois t'adapter ou trouver tes moyens. Alors, à cette époque-là, il n'y avait même pas la magnétothèque, là. Quand la magnétothèque a commencé à exister, le ministère de l'Éducation a offert, mettons, un coup de main. Là, je ne me rappelle pas de tous les détails, mais c'est comme ça qu'on pouvait avoir accès à des livres. Mais moi, à l'époque où j'étais étudiée à Hull, comme vous disiez, moi, je trouvais mes lecteurs moi-même. Là. Il fallait que je trouve quelqu'un qui voulait étudier en même temps que moi. Ben, j'ai souvent trouvé quelqu'un sur mon chemin parce que des fois, les étudiants sérieux, en tout cas ceux qui se prenaient au sérieux, il disait, ben, d'un côté, tu m'accommodes parce que tu m'obliges à lire le livre plus vite que si j'étais tout seul. Ou autrement. C'est ça, je le lirais peut-être la veille de l'examen, tu sais. J'ai souvent, presque tout le temps, eu quelqu'un qui a accepté de lire soit les livres avec moi, ou dans ce temps-là, on appelait on avait des magnétophones à bobine. Hey, je vous rappelle des vieilles histoires, là. Alors, les magnétophones à bobine, alors j'en avais un gros. Et puis, la personne, elle lisait ses livres à Gaguc ou un autre. Puis ça fonctionnait fort. Ça fonctionnait super bien. Mais c'est pas rien. Il fallait que tu travailles fort. Là. Tu disais pas, j'ouvre la lumière puis ça sort toute seule. Là. Non. Mais là, on embarque dans le parcours scolaire et Francine va continuer cette entrevue.
Alors, Jocelyne, justement, avec vos vieilles histoires, comme vous dites, on va se servir de ça comme lien et on va parler un petit peu de votre enfance. Est-ce que vous venez d'une famille nombreuse? Non, on était 3 enfants, j'étais la plus jeune. Vous étiez la plus jeune et la seule avec ce handicap? Oui. Oui, OK. Est-ce que ça vous a donné un statut particulier au sein de la famille? Probablement parce que vu que j'étais la dernière, j'ai été obligée d'être pensionnaire ici à Montréal. Et puis, ça a quand même été très exigeant pour les parents. C'est ça. Fait que dès la première année, ils venaient me voir tous les dimanches. Ils obligeaient les 2 autres enfants à les accompagner. Je pense que ce que j'ai su, c'est ça les a tannés, comme on dit. Et puis, dès la 2e année, les parents ont décidé de trouver une autre formule. Là, il existait le train. Et puis, j'ai été vite responsable des enfants qui habitaient dans l'Outaouais parce que j'avais encore un peu de vision. Alors, on prenait le taxi le vendredi soir 1 fois aux 2 mois. Et puis, on se rendait à la gare centrale. Et puis, j'avais la responsabilité d'amener les 2, 3 enfants que j'avais avec moi, de les amener à tel endroit. On m'avait montré comment me rendre là. Et puis, là, de là, on avait un chargé de train. Je ne me rappelle plus comment on les appelait, ceux-là. Et puis, ils nous embarquaient sur le train, puis les parents nous prenaient à Ottawa. Alors, c'est ça. Très jeune, j'étais quand même appelée à assumer la responsabilité des enfants pour les embarquer, les amener au train. Parce qu'il faut dire, puisque vous l'avez mentionné, que vous êtes parti jeune de Pointe-Gatineau. Vous avez vécu l'éloignement parce que vous vouliez venir faire, en fait, vous étiez un peu obligé de venir faire votre parcours scolaire à Montréal. C'est parce qu'à cette époque-là, les enfants qui avaient une condition particulière n'étaient pas intégrés dans les milieux scolaires. Alors, c'était les religieuses qui nous donnaient l'éducation puis l'instruction. Moi, je les remercie aujourd'hui parce que je me dis, en fait, c'est sûr qu'à l'époque, à l'adolescence, je pourrais vous dire que j'étais en maudit, mais en réalité, aujourd'hui, je réalise que c'était probablement la bonne affaire parce que au moins, on était tous ensemble. On apprenait le braille. Que tu vois pas, tu l'apprenais. Il n'y avait pas de décision, de division partielle, tu n'apprends pas ça. Fondamentalement, je dirais que on avait les bonnes notions de base. Si tu faisais de la géométrie, il y avait les instruments, les professeurs les connaissaient. Ce que je vois de différence aujourd'hui avec le milieu scolaire, c'est que les enfants sont intégrés à l'école. C'est le fun parce qu'ils vivent dans leur famille, ils ne sont pas déracinés comme nous à l'époque. Mais il y a autre chose qui manque, selon moi, là. Pour l'avoir vécu avec mon fils, tu t'en vas au secondaire. Eux ne connaissent pas les instruments de géométrie que nous, on utilisait. C'est pas grave, tu n'es pas obligé de faire ta géométrie. Alors, nous, on a appris à faire de la géométrie, de la vraie géométrie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent. On pourrait y revenir un peu plus loin, Jocelyne, dans l'entrevue. Mais si on venait à l'éloignement, est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour vous? Ben oui, parce que, tu sais, t'es déraciné de ta famille, tu y vas aux 2 mois pendant 11 ans de temps, une chance, j'ai pas doublé. C'est ça, c'est parce que vous avez fait primaire et secondaire à l'Institut Ben c'était Nazareth. comme ça. C'était la période à l'époque, là. Alors, je veux dire, j'étais 11 ans pensionnaire, tu allais voir tes parents aux 2 mois, puis l'été, tu étais chez toi. Fait que t'avais pas d'enfants autour que tu connaissais comme tel, tu sais, t'es un peu... Je me suis toujours sentie considérée comme de la visite. Quand vous arriviez dans votre famille? Quand j'arrivais dans ma famille, oui, parce que t'as pas d'amis, tu connais pas le quartier, juste ta sœur qui est plus vieille, elle a des amis, fait que c'est des amis de son âge. Mon frère, il avait 6 ans de différence. Lui, bizarrement, je m'en rappelle moins. Mais je me souviens plus de ma sœur qui avait 4 ans de différence parce que maman, probablement qu'elle disait de s'occuper de moi, tu sais. Au-delà de cet éloignement, vous gardez sûrement des beaux souvenirs de vos études à Montréal? Ben oui, parce que moi, je me dis, si j'avais pas été scolarisée comme je l'ai été, je pense pas que j'aurais été capable d'aller au cégep à l'université, ce qui m'a permis de gagner ma vie. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt, tu sais, à l'adolescence, c'est sûr que les sœurs, t'es de travers.
Et pourquoi vous aviez les sœurs de travers à Ben, l'adolescence? c'était à l'époque, c'était sévère, hein? Je veux dire, si, mettons, t'avais des cheveux dans ton casier, t'étais chicané, là, puis nous autres, on les voit pas, les cheveux dans le casier, là, avec ta brosse, là. Mhm. Alors, non, c'était sévère. Je parlerai pas de d'autres minorités qui disent qu'ils ont vécu des atrocités, puis j'y crois, mais je vous dirais qu'ils ont été sévères. Avec nous, une petite claque derrière la tête, j'en ai vu quelques-uns qui en ont subi, et moi incluse, là. Non, c'était sévère. Euh, les parents, quand ils venaient à l'école, ils disaient « Ah, le collège est propre. » Ben oui, toi. Il n'y avait pas des auxiliaires familiales à l'époque. C'était nous autres qui entretenaient le collège. Oui. Euh, Comme dans les couvents et tout ça, ce ben qu'on oui, vivait. c'est ça. Puis, il y avait des enfants qui arrivaient de Québec. C'est pas si loin que ça, Québec, là, par rapport à Montréal. C'est pas si loin que ça. La Gaspésie, c'est plus loin. Puis, mais les îles de la Madeleine, imaginez-vous, les enfants qui venaient des îles de la Madeleine, ils arrivaient en septembre et allaient voir leurs parents en juin. Ça, c'est quelque chose, là. Et puis, mais j'ai vu des enfants, moi, arriver, puis ça, c'est vraiment c'est ça qui m'a probablement mis sur la piste de faire mon service social. Parce que j'ai vu des enfants arriver à 5 ans, ils s'étaient jamais assis sur une chaise. Les parents avaient peur qu'ils tombent par terre. Alors, l'enfant était par terre et puis il mangeait en purée. La petite de 5 ans, les 6 points en braise, c'est pas bien gros, là, quand c'est tassé, tous les 2 petits points d'en haut, les 2 petits points au milieu, puis ses doigts étaient tellement petits qu'elle pouvait même pas toucher le braille à 5 ans. Je vous dirais que les religieuses, là, dans ça, là, pas d'excuse, tu vas l'apprendre, puis dépêche-toi à prendre du poids, parce que je vous dis que à l'époque, c'était pas toléré trop la différence. Quelqu'un qui avait jamais monté les marches des escaliers, on en avait 99 à monter, je vous dirais qu'elle a fini par les monter, puis au début, elle pleurait de la première marche à la dernière marche. Mais à la fin, on pleurait plus. C'était la méthode dure. C'était la méthode dure. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait être un petit peu plus mou. Mais je vous dirais, je ne sais pas, c'était les mœurs de l'époque. Je me rappelle que maman m'avait fait des petites robes pour aller à l'école. En tout cas, ils donnent tout aux parents la liste des affaires, du linge à préparer. Et à l'époque, c'était la mode d'avoir pas des robes pas de manches et puis une petite boucle sur l'épaule. Et quand la sœur, elle a vu ça, elle a tout retourné ça à la maison, même s'il y en avait 25. Elle n'a pas de linge à se mettre sur le dos parce qu'on ne porte pas des robes pas de manches ici. C'est des robes avec des manches. C'était indécent? Je présume, puisqu'elle les a toutes retournées. Alors, oui, j'imagine que... Non, c'était très... Il fallait que tu te couvres des pieds à la tête, comme tel, au couvent, là. Il fallait respecter les règles. Quelqu'un qui dérogeait aux règles, à la limite, là, tu pouvais quasiment être retourné chez vous. Carrément, j'ai déjà entendu ça, que des gens sont retournés chez eux, parce que soit il y avait un petit peu de déficience, ils n'étaient pas capables de suivre les règlements. Non, on retourne ça chez eux. Il y avait une petite fille qu'elle avait une hémiparisie, que je sais le mot aujourd'hui, mais qu'à l'époque, je ne le savais pas. Elle venait de Messine, qu'on dit, dans le coin de Mont-Laurier. Et puis, elle, sa main gauche, elle ne pouvait pas la plier. Elle était toujours repliée vers elle. Vers elle. Puis là, les religieuses, eux autres, ils ne devaient pas connaître ce que ça voulait dire. Ils forçaient la note pour qu'elle déplie son bras. Hey, c'était pas possible, ça. Mais cette petite-là, elle n'a pas resté au couvent longtemps. Au bout de 3 ans, ils l'ont retournée chez elle. C'était sévère. Je pense que c'était comme ça partout au Québec des années 60. Et après, j'imagine qu'au cégep et à l'université, quand même, ça a changé. Là. Il avait plus de liberté. Ah, c'est officiel parce que là, j'ai fait ma 12e année et cégep dans l'Outaouais. C'est sûr que c'est pas pareil, là. C'est un méchant contraste, c'est la nuit et le jour, là. T'es libre de suivre le groupe, t'es libre de pas le suivre. Tu dis pas, je vais marcher à droite dans le corridor, m'en aller, je reviens à gauche. Non, parce que c'est indiscipliné dans ces milieux-là. Mais j'ai pas été capable de vivre dans l'Outaouais longtemps parce que je sentais que j'étais trop comme surprotégée. Puis quand c'était le temps de m'inscrire à l'université, j'ai préféré m'en revenir à Montréal. Parce que je me disais, à ce moment-là, je vais être un petit peu plus maître de ce que je dois faire. Pas de contrôle de savoir à quelle heure je rentre.
c'est difficile, là. C'était difficile quand même parce que, comme je vous ai déjà dit tantôt, manipuler une canne blanche, c'est un cours d'1 heure, puis c'est fini, là. Alors maintenant, on va parler de ce que ça a donné, toutes ces études-là. On va aller voir vers le parcours professionnel. Une fois, Jocelyne, que vous avez fini vos études universitaires, on n'est pas allé vous chercher tout de suite pour travailler. Ça n'a pas été si simple que ça de trouver un travail. Non, 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 non. Parce que tous les étudiants de mon groupe qu'on a terminé en 76, ils ont tous eu un emploi via ce qu'on appelait tantôt là, le centre de services sociaux sur Miller de Maisonneuve que tu m'as parlé, là. Tandis que moi, impossible, là. Alors moi, j'ai travaillé pour le fédéral, ils appelaient ça des programmes d'emploi. J'ai travaillé là-dedans à ce moment-là 3 ans. Évidemment, c'était un groupe de personnes ayant une déficience physique ou sensorielle qu'on avait mis ça sur pied, ce programme-là, pour justement permettre à des personnes de travailler. Alors, j'ai travaillé pour eux, ils appelaient ça l'étape. Je pense qu'elle existe encore, l'étape, aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé pour eux 3 ans. C'est dans le cadre de ce programme-là hein, que vous avez communiqué avec des employeurs, Oui. puis avec la Chambre de commerce pour identifier des postes qui pouvaient être comblés par des personnes. Puis que vous leur avez brassé la canisse un petit peu, je pense. Oui, oui, oui. On était une équipe composée de 4 personnes. Je me souviens que quand on les a regroupés, la Chambre de commerce et compagnie, je ne l'avais pas dit lors de la pré-entrevue, il y avait manqué d'électricité. Ah oui? Oui, ce soir-là. Fait que tout le monde était sur un pied d'égalité. Oui, ça se ressemble, oui, c'est ça. Ils ont peut-être compris quelque chose par la suite parce que, effectivement, le but, quand on a regroupé la Chambre de commerce et les employeurs, c'était de les sensibiliser que des personnes ayant une déficience physique ou sensorielle pouvaient avoir accès au marché du travail. On a fait un démarrage. Je dirais pas qu'on a gagné des plumes, mais il y a quand même eu un bon démarrage de ce côté-là avec la Chambre de commerce, effectivement. Donc, vous avez ouvert des portes ou à tout le moins des esprits sur le fait que des personnes non-voyantes pouvaient quand même offrir un service intéressant. Oui. Et là, on vous a approché pour travailler dans votre domaine. Oui. Ce qui est arrivé, c'est que par bonheur, ou je sais pas, par une belle occasion, ça c'était en 1980, il allait avoir l'année internationale des personnes handicapées en 81. Et puis, il y a une travailleuse sociale qui faisait des activités communautaires avec moi. Et puis, elle vient à mon bureau un de ces beaux, je sais pas, je pense que c'était au début décembre, parce que j'étais embauchée en janvier. Elle me dit, écoute, Jean Isseré, il serait intéressé d'engager une personne ayant une déficience physique, visuelle, ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui a son diplôme universitaire? Oh, c'était pas pour vous, là? Non, non, c'était pas pour moi qu'elle venait me voir. Ben, elle venait me poser la question, tu connais-tu? Ben là, moi, j'ai répondu, est-ce que moi, ça ferait? Elle me dit, tu cherches-tu une job? Ben, j'ai dit, je m'en cherche pas pour l'instant, parce que j'aime bien ce que je fais ici, je trouve ça motivant, intéressant. Mais ce que tu m'offres, c'est un emploi permanent, par exemple. Mm-hmm. Et puis ça, je considère que ça devrait être intéressant pour moi. Alors, elle me dit, OK. Elle me rappelle, puis elle me dit, tu sais, Jocelyne, tu vas présenter ton CV à telle personne à la succursale Centre-Nord. C'est OK. Alors, j'ai rencontré la personne au Centre-Nord, et puis elle m'a dit... Bon, c'est intéressant. Je pense que tu pourrais être bien considéré. Puis elle m'a dit, il faudrait que tu envoies ton CV au Miller de Maisonneuve. Bien, j'ai dit, je l'ai déjà envoyé il y a 3 ans. Bien, il faut recommencer. Alors, j'ai recommencé. Et puis, eux, ils avaient dit, le directeur de la boîte, il écrivait mal. Alors, il a dit, c'est pas un problème pour ça, pour la transmission des dossiers. Tu feras comme lui. Dans ce temps-là, il n'existait pas de courriel. Alors, ils ont dit,
tu rédigeras tes rapports sur dictaphone. Oh! Ouais, comme lui faisait. Oui, oui, oui. Alors, si lui le fait, pourquoi qu'il n'aurait pas une deuxième qui le ferait? Alors, il suffit juste qu'un employeur soit ouvert pour modifier des fois ses modes de communication, puis ça fonctionne. Comment vous avez été accueilli dans votre milieu de travail, puis par les patients que vous vous occupiez? Bien, le milieu de travail, j'ai été très, très bien accueillie. De toute façon, de tout partout où j'ai passé, je ne sais pas pourquoi, mais et comment. Je m'en doute un petit peu, mais continuez. J'ai toujours été très bien accueillie. Tu sais. Je sais que je suis une personne sociable, communicative, là, tu sais. Alors j'ai été très bien accueillie, même inclus les secrétaires qui devaient adapter leur méthode de travail parce qu'ils étaient habitués de recevoir du papier. On reçoit du papier à cette époque-là pour les rapports, tandis que moi, je savais qu'il fallait qu'elle utilise le dictaphone comme son directeur. Alors, ça, j'ai pas eu de difficulté pour les employés. S'il y avait des soupers, c'est certain que j'y allais parce que je me disais c'est la bonne façon de s'intégrer. Mm-hmm. Et si les gens disaient on va dîner le vendredi midi, j'y allais parce que je me disais c'est la bonne façon de jaser puis de connaître les gens. Alors, Puis vous aimez pas jaser? j'aime pas ça jaser. alors dans ce sens-là, non, j'étais... Peu importe le milieu où je suis allée, ça, j'ai toujours été considérée. Si j'avais quelque chose à demander à quelqu'un et je m'apercevais ou je sentais qu'elle était occupée, je m'en allais. Ça aussi, les gens l'ont noté, que j'étais quelqu'un qui était très discret dans le sens que si j'ai besoin d'aide, mais que tu n'es pas disponible, je vais aller voir ailleurs. Mm-hmm. Et les personnes que vous aviez à rencontrer, les personnes du public, vous en avez parlé un petit peu tantôt là, avec votre fameux test des 5 premières minutes. Comment ça se passait, la relation avec elles? Ben, quand je recevais un dossier, je prenais la peine de leur téléphoner. D'abord, je lisais le dossier avec quelqu'un et je prenais les notes. Je n'avais pas besoin de relire un dossier 40 fois. Une fois, ça suffisait parce que le reste du temps, c'était moi qui cumulais les rapports, donc j'étais au courant de ce que je faisais. Alors, je mentionnais que j'étais Jocelyne Richard, je travaille pour tel employeur. On m'a remis votre dossier pour telle raison. Est-ce que vous êtes disponible que je puisse vous rencontrer? C'était ça ma façon de présenter ma présence. Et puis, parfois, on arrivait à en discuter au téléphone. Et puis, je fixais l'entrevue. À ce moment-là, ils ne savaient pas que j'étais aveugle. Alors, lorsque j'arrivais à domicile, ben là, un coup, j'ai frappé à la porte, puis qu'on m'ouvrait la porte, ben, ils voyaient une canne blanche. « Ah oui, c'est vous, Madame Richard, vous êtes aveugle. »« Oui, je suis aveugle. »« Alors, est-ce que je peux entrer? » Tout de suite, là... J'organisais ça rapidement. Mm-hmm. Et puis, je leur donnais 5 minutes de curiosité. Et puis là, c'est eux autres qui avaient le contrôle de l'entrevue. Ils posaient des questions. Comment vous vous organisez? Vous êtes aveugle depuis combien de temps? Toutes les questions qu'on pose normalement. Oui, oui, oui. Après les 5 minutes, je leur disais pas le 5 minutes est fini tout de même. Mais je prenais contrôle de l'entrevue. Vous avez... téléphoner au bureau parce que vous avez besoin de services pour telle raison, telle raison. Alors, le lien de confiance se créait automatiquement parce qu'il y avait eu satisfaction. Sinon, parce que j'ai fait le test quelquefois de ne pas leur donner le temps de poser des questions, puis je réalisais que le lien de confiance ne s'établissait pas rapidement. Il faut trouver notre façon à chacun d'être capable de savoir comment on crée nos liens de confiance avec les gens. Un coup que le lien de confiance est réglé, ça va super bien. Il oublie même que tu ne vois pas. Je voulais d'ailleurs terminer ce segment de notre émission avec votre opinion sur votre passage dans votre vie professionnelle. Comment vous le qualifieriez Vous avez passé à travers vos études, vous avez été choisi pour travailler à l'intérieur du travail social. Comment vous voyez votre parcours professionnel? Ben moi, je l'ai réalisé avec satisfaction. Ça n'a jamais été facile tout le temps parce que tu es toujours la seule dans le groupe qui est différente. Fait que tu as à lutter à chaque jour pour surmonter quelques obstacles. Je calcule que j'ai réussi. Puis aujourd'hui, ben dans le fond, j'ai une bonne pension puis je peux me permettre de donner au suivant ce que j'ai réalisé. Excellent.
Francine, on va parler maintenant de conciliation travail-famille. Nécessaire conciliation travail-famille, puisque Jocelyne est une maman. Pour ce segment, va se joindre à nous le directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, Monsieur Éric Normando. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, Oui. j'aimerais ça, Madame Richard, qu'on parle de vous et de votre fils. Quel âge il a, votre fils? Il est rendu à 33 ans. 33 ans, même âge que ma fille. Quel bel âge, hein? Non, vous trouvez pas? Oui, l'âge du Christ. Mais là, on arrête ici, hein? Vous continuez pas la phrase. Non, j'ai arrêté aussi. Comment vous avez réagi quand on vous a dit que votre fils avait lui aussi l'amorose congénitale de Lebert? Bien, comme tout parent, on veut tous avoir des enfants, pas de maladie. Alors, c'est sûr que j'étais comme, je dirais pas déçue, mais chagrinée, en tout cas, pour le moins. Et c'était un moment de tristesse. Mais à un moment donné, tu te dis, garde, probablement, je vais être la personne la mieux placée pour être capable de surmonter, lui aussi, cette difficulté-là dans la société. Donc, vous n'étiez pas nécessairement désemparé et vous ne vous sentiez pas démuni? Non, pas nécessairement. Ben, c'est sûr que, non, je dirais désemparé par rapport à être parent, c'est pas pareil. Être parent puis être parent d'un enfant ayant une déficience visuelle, c'est sûr, j'étais dans un milieu connu, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est un autre apprentissage, tu sais. Moi, j'ai eu un enfant à l'âge de 35 ans. Alors, ça veut dire que j'avais d'autres choses à m'adapter aussi dans la vie. Et puis, un congé de maternité, retourner sur le marché du travail, s'assurer que ton enfant s'en va à une garderie comme tous les autres parents. Tu veux que ton enfant ait une bonne garderie stimulante. Alors, ça, j'ai fait face à cette musique-là comme tous les autres parents. Vous, Éric, dans le cadre de votre travail, vous êtes en contact avec des parents d'enfants handicapés visuels. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur offrez finalement pour qu'ils se sentent mieux appuyés, mieux soutenus? Bien, évidemment, il existe deux situations propres. Justine vient de nous en décrire une. Il y a des situations qui sont dégénératives et il y a des situations où on a le choc d'apprendre, par exemple, que l'enfant est aveugle dès la naissance. Et ça, c'est des choses qui demandent... les deux types de situations demandent des services différents et une approche différente. Parce que, bon, il y a des étapes de choc, de déni, il y a une certaine colère, des fois on fait face à une dépression liée à tout ça. Donc, on offre beaucoup d'accompagnement avec nos intervenants pour accompagner les parents qui vivent les différentes étapes dès qu'ils nous font signe qu'ils ont le goût de se joindre à notre association et qu'ils ont besoin de nos services. Et on les accompagne aussi beaucoup dans les différents réseaux, que ce soit le réseau de la santé, le réseau scolaire, etc. D'ailleurs, on est en train de développer à partir de cette année un nouveau champ d'expertise où on va être plus présent dans les garderies et les services de garde pour permettre une meilleure intégration parce que on se rend compte de par nos études que beaucoup de parents font le deuil de retourner au travail rapidement lorsqu'ils apprennent que leur enfant a une déficience visuelle ou c'est la même chose pour d'autres handicaps, hein. Il n'y a pas que l'ADV. Et les parents qui décident de retourner sur le marché du travail après 1 an, comme est la norme habituelle, c'est pas ce qu'on observe dans le domaine de la déficience visuelle et des autres handicaps. On remarque qu'une grande majorité des parents prennent la décision de rester à la maison sur plusieurs années en lien avec la déficience de leur enfant. Et ça, ça bouleverse toute la vie d'une famille, autant sur le plan des revenus que sur le plan du fonctionnement de la famille. Est-ce que ça a été votre cas, vous, Jocelyne? Non, moi, j'ai retourné sur le marché du travail à l'intérieur de 18 mois. Parce que nous, en 93, le CSS fermait boutique, là, puis tout se transférait des CLSC, puis je voulais être présente au moment des transferts. Alors, moi, mon fils est allé à la garderie à l'âge de 2 ans, 18 mois, là, vu que... Ben, c'est ça. J'avais un congé parental d'une journée semaine, fait que ça veut dire qu'il y allait 4 jours semaine, et puis j'étais à la maison une journée pendant, je me rappelle plus combien de temps, là.
Ben non, moi, Mathieu est allé à la garderie comme tel. Donc, assez rapidement. Donc, vous avez été parmi les chanceuses pour qui vous avez été en mesure de trouver une place rapidement pour votre enfant et puis un milieu qui était très accommodant. Oui, je pense que oui. Parce que je me souviens que quand j'ai été transférée dans un CLSC, on avait le droit à la garderie de l'employeur. Et puis, comme par hasard, je connaissais des gens qui étaient sensibilisés à la déficience, on va dire physique et sensorielle. Et puis, tout de suite, là, j'ai pu le transférer à la garderie en question. Excusez-moi, continuez, Non, Jocelyne. allez-y. Sur le plan scolaire, comment ça s'est passé là, quand il a commencé à aller à l'école? Est-ce qu'il a fait des études, votre fils, aussi? Oui, il est allé à l'école. Il est allé à l'école du quartier. 3 ans à l'école du quartier. Au début, sa vision n'était pas si mal. Lui a commencé à perdre la vision plus en 3e année, là où c'était un échec. Et là, comme je dirais crûment, j'ai jappé. Vous avez jappé, vous? Oui. Vous avez vécu votre deuil à retardement, en fait, parce Non, que c'est pas un retard. c'était dégénératif. Non, c'est pas un deuil. C'est parce que, dans le fond, moi, je le savais que Mathieu, ce serait dégénératif. Et puis, dès la première année, j'ai voulu qu'il apprenne le braille. Mais vous connaissez les routines de l'époque, d'aujourd'hui. Si tu as une vision partielle, tu n'apprends pas le braille, tu apprends à utiliser la télévisionneuse. Alors, à 6 ans, 7 ans, il s'est quand même assez bien débrouillé pour ça. J'ai encore chicané parce que je voulais qu'il apprenne le braille, parce que je le savais que c'était dégénératif et je le savais qu'il perdrait la vision. Tu ne réussis pas à convaincre un réseau comme ça quand la philosophie n'est pas celle-là. Alors, en 3e année, c'était un échec total. Là, j'ai encore disputé. On va changer de mot. Là, j'ai voulu qu'il aille à l'école régionale du secteur, qui était l'école Saint-Enfant-Jésus, sans doute que vous connaissez. Est-ce qu'ils offraient des services particuliers à cette école-là? Oui, parce qu'ils regroupent, je ne sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, monsieur peut le dire mieux que moi, mais à l'époque, c'était considéré l'école régionale qui regroupait tout Montréal pour accueillir des personnes, pas juste sensorielles, mais physiques aussi. Alors, là, j'ai voulu que Mathieu aille à l'école là. Ça, c'est correct, ça a fonctionné. Mais comme il n'y avait pas d'enfants ayant une déficience visuelle en 3e année, parce que moi, je voulais qu'il reprenne sa 3e année, il fallait que je le mette en 4e année. Ça, c'est toujours pour des questions budgétaires. Mais tu sais, dès que ton enfant qui a déjà raté sa 3e année, puis que ça n'a pas bien fonctionné, ben voilà le début de la gâche, que c'était gâché, parce que en 4e année, il y avait des effets, des trucs de base qui n'avaient pas déjà réussi. Je voulais encore qu'il apprenne le braille, mais comme il voyait encore un peu, même si sa vision avait changé, il n'y en était pas question. C'est ce que je reproche énormément au réseau, surtout quand tu as des enfants avec une déficience dégénérative et que tu le sais, ben voilà, on a attendu qu'il perde sa vision à 13 ans, alors que tu es rendu à l'adolescence, pour s'apercevoir que ça serait le temps d'apprendre le braille. Alors, voilà. Vous savez, Jocelyne, c'est une bataille qu'on vit encore aujourd'hui. Oui. L'ACPEV fait d'ailleurs partie de ce combat-là avec le Comité québécois de concertation pour le braille. On est en discussion avec le système scolaire pour que l'apprentissage du braille puisse commencer quand il y a un contexte de dégénérescence visuelle, et malheureusement, c'est un combat qui avance pas vite. On est encore face, j'ai eu des conversations là-dessus pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et on fait encore face beaucoup à de la réticence dans les écoles de dire que les enfants n'ont pas le désir d'apprendre le braille tant qu'ils ont un résidu visuel, et que donc l'approche d'être proactif et pas une approche qui, selon eux, c'est ce qu'ils défendent, et pas une approche qui est significative et qui a un retour sur l'investissement. Par contre, on a plusieurs cas où on a été capable de mesurer que oui, il y a des gens qui ont appris le braille, il y a des jeunes qui ont appris le braille avant de perdre complètement la vision, et que pour eux, ça a été efficace, oui, que ça a été fonctionnel, mais le réseau de l'éducation fait encore la sourde oreille en lien avec tout ça. En tout cas, si vous avez besoin de quelqu'un qui...
qui jappe plus fort me le dirait. Parce que je peux... Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment un désastre de s'apercevoir qu'un enfant à 13 ans, à l'adolescence, qui est obligé de changer d'école, qui est obligé d'apprendre le braille, de se retrouver avec d'autres multi-handicapés, je vous dis que c'est pénible. Puis pourtant, j'étais assez bien placée pour savoir ça, mais j'étais assez bien placée pour savoir que mon enfant aurait dû apprendre le braille plus jeune que ça. Parce qu'aujourd'hui, il sait son braille, mais comme il ne l'a pas appris de façon naturelle, ben il pratique pas beaucoup, puis c'est souvent maman qui va écrire ses notes s'il a besoin d'écrire du braille. Fait que finalement, on comprend, Jocelyne, qu'aujourd'hui, c'est pas plus facile que dans votre temps. Non, je pense que ça n'a pas changé, monsieur. Pire? Est-ce que ça serait pire? Je ne dirais pas pire, je vais dire différent. Vous savez, il y a dans les aspects positifs l'arrivée des technologies de lecture audio, de l'informatisation, des iPhones, etc., des tablettes, des iPads, apporte beaucoup de flexibilité à des gens qui ont une déficience visuelle. Donc, il y a des solutions alternatives qui existent maintenant, qui n'existaient pas il y a 20 ou il y a 30 ans. Cependant, sur un autre cheval de bataille, ben le braille a plus de difficulté à faire sa place parce que c'est souvent vu comme étant c'est pas si essentiel que ça parce que ils peuvent utiliser d'autres technologies. Et donc, c'est une bataille constante. Je pense entre autres au braille abrégé. Là, il y a plus d'écoles qui veulent enseigner le braille abrégé, qui est une façon beaucoup plus rapide de lire parce que ils peuvent lire le braille intégral, puis ils peuvent utiliser d'autres technologies. Alors, le braille abrégé a de la misère à survivre. Il survit chez des personnes plus âgées, de la trentaine en montant, mais au niveau des plus jeunes, on a beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire qui n'ont même pas encore la maîtrise du braille abrégé pour pouvoir lire rapidement. Alors donc, avec cette intervention, Ulrich, qui nous a amené du côté technologique, on va clore ce segment-là et on va arriver vers notre dernier segment qui s'appelle « Aujourd'hui ». Alors aujourd'hui, Jocelyne, on va regarder un peu la situation de 2023 et comment vous la voyez. Et pour participer à notre conversation, on s'est tourné vers André Vincent, qui est, comme vous le savez, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, président du conseil d'administration de Vues et Voix, et qui a aussi... Ah oui, il me disait, quand j'ai communiqué avec lui, qu'il est un ancien membre de la SAM. Je pense que vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous? Il s'en souvient peut-être pas, mais il a renouvelé sa carte de membre cette année. Et puis, à l'AGA, il m'a mentionné qu'il était disponible pour certains sujets d'actualité. Donc, André, vous n'êtes pas un ancien membre de la SAM, semble-t-il? Non, je pensais avoir mentionné que j'étais membre de la SAM, même si je ne participais pas régulièrement à beaucoup d'activités. Alors, c'est éclairci, à tout le moins de ma part. La question que je vous pose, je vais commencer avec Jocelyne. Comment est-ce que vous évalueriez la situation du loisir, des activités culturelles et sportives pour les non-voyants en 2023? Avant de répondre à la question, est-ce que vous, à part la SAM, avez-vous une vie de loisirs et culturels? Oui, j'ai une vie de loisirs culturels. J'ai un réseau d'amis, j'ai un réseau de personnes avec qui je peux aller faire voir un spectacle ou faire des sorties au resto, quoi qu'on en fait moins qu'avant, c'est trop cher. Oui. Alors, comment vous considérez maintenant le monde du loisir, du sport, de la culture en 2023? Bien, je pense qu'il y a quand même plus d'ouverture que par rapport dans les années 83, quand la SAM a été mise sur pied. Mais il y a des choses qui demeurent réalistes, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas faire du vélo seules. Ça va toujours demeurer. Ceux qui ont une déficience visuelle sont obligés de faire du vélo en tandem. Alors, je pense qu'on a comme une bonne brochette d'activités. Il y a de plus en plus d'organismes qui offrent des activités culturelles, de sport. Mais je dirais que l'argent ne vient pas
Elle vient pas vite. Elle vient pas facilement. Non. Je sais pas, là, mais je pense qu'on considère pas... Pourtant, on est dans une civilisation de loisirs, qu'on dit. Et puis, j'ai pas l'impression que les organismes communautaires reçoivent des gros montants d'argent pour permettre à des personnes de participer davantage à des activités de loisirs et de sport. Mm-hmm. Et vous, André, vous êtes un joueur d'échecs, entre autres. Oui. Comment vous voyez cette situation-là en 2023 la culture, le loisir? La question de l'accès aux loisirs et à la culture en général, c'est beaucoup amélioré si on se reporte à il y a 10 ou 20 ans même, bien sûr. Et surtout, on a accès à une diversité beaucoup plus large. Et que ce soit au niveau sportif, vous avez parlé de la SAM, donc il y a des activités très diversifiées. Mais du côté culturel aussi, c'est diversifié et c'est beaucoup plus inclusif. On voit de plus en plus, par exemple, des compagnies théâtrales offrir la vidéo description du sous-titrage pour des personnes handicapées, des musées qui facilitent l'accès. Donc, je pense qu'en 2023, on a l'embarras du choix. Même si, bien sûr, il y a des choses qui restent moins accessibles dans les musées. On ne peut pas toucher à des artefacts comme on pourrait le souhaiter à l'occasion, pas partout en tout cas. Mais voilà, je pense que le portrait que je dresse, moi, est plutôt positif et ça continue dans cette direction-là. Mm-hmm. Jocelyne, parlez-nous donc d'un spectacle ou d'une activité à laquelle vous avez participé récemment. Oh, j'ai un blanc de mémoire. Vous avez un blanc de mémoire. Je vais aller du côté d'André pendant que... André, quelle sorte d'activité, soit culturelle, sportive, à laquelle vous avez participé récemment? Culturel, moi j'assiste à des concerts, donc j'aime bien aller à divers concerts. Je suis résident de la Rive-Sud, donc principalement à Longueuil. Et c'est ça. Et vous l'avez mentionné plus tôt, bien sûr, je participe régulièrement à des activités échiquéennes, à des tournois d'échecs. J'aime bien le faire et en milieu inclusif, j'aime bien participer à des championnats avec des joueurs d'échecs qui n'ont pas nécessairement de déficience visuelle. Alors, Jocelyne, est-ce que vous avez un spectacle ou une activité culturelle qui vous est venue en tête pendant ce temps? Non, pas plus. OK. Vous, là, les deux à qui on parle présentement, vous êtes, semble-t-il, à la retraite. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Jocelyne, la retraite? Quand j'ai pris ma retraite en 2013, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma retraite. C'est en 2014 qui s'est passé, comme la plupart des organismes, des fois des petites chicanes de clocher, là, des petites batailles de coq que j'appelle. Et puis, quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu accepterais de présider la SAM puis de remettre la SAM sur pied? J'ai dit oui, puis j'avais... avec une bonne équipe de travail, quand même, je ne pourrais jamais dire que j'ai fait ça tout seul. Disons que si je l'avais su, tout le travail que ça exigeait, je ne sais pas si je l'aurais accepté. Parce que, en fin de compte, c'est comme ma deuxième carrière. Là. Je vois. Mais par contre, je me dis, ce que j'ai été sur le marché du travail, je fais partie des 5% qui a gagné sa vie. Je donne au suivant. Ça me fait, c'est bon pour moi. C'est bon pour les autres parce que, dans le fond, l'expérience que j'avais au niveau du milieu du travail, je l'ai transmise chez nous, à la SAM. Je pense que avec les années, ça fait quoi, déjà 9 ans que je suis là. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des bonnes choses antérieurement avant moi, c'est officiel. J'en ai aucun doute. Aujourd'hui, c'est différent à des niveaux donnés, mais je pense que la SAM, elle va très bien dans ce sens-là. Et vous, André, la retraite, ça a l'air de quoi? La retraite, tout comme je l'avais prévu d'ailleurs, ça n'a pas changé grand-chose pour moi en termes de niveau d'activité. J'étais déjà impliqué avant ma retraite dans divers organismes, dans des conseils d'administration. J'ai choisi de
poursuivre et même d'accroître ma participation. J'ai diversifié davantage d'ailleurs. Je participe à des comités aussi. Je m'occupe beaucoup d'accès à l'information parce qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Et je dirais que la grande différence, bien sûr, c'est que je choisis davantage mes engagements. Je suis maître, ou à peu près, de mes horaires, de mon calendrier. Ben, voilà. Excellent. Là, Jocelyne, vous avez l'air de vouloir ajouter quelque chose? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Je voulais terminer ce segment-là, Jocelyne, mon Dieu, mesdames devant moi. Mélangé. Il y a confusion, là, Jocelyne et moi. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Jocelyne, je vous ai parlé de cette question-là tantôt. Je voulais terminer notre tour d'horizon de votre parcours. Vous allez parler à la Jocelyne qui a 7 ans aujourd'hui, en 2023, qui vient à peine de commencer son parcours scolaire. Qu'est-ce que vous allez dire à la Jocelyne de 7 ans après le parcours que vous avez fait dans votre cas? Je pense que à l'âge de 7 ans, lorsque tu réalises que tu as une déficience visuelle, évidemment, ça prend du caractère pour être capable de réussir ses études, ça prend une détermination et puis vouloir réussir. Je pense que c'est ça que je retiens. C'est ce que j'avais probablement, mais c'est ce que je redirais qui est important parce que là, surtout maintenant que les enfants sont dans les écoles régulières, pas comme à notre époque, je pense que ça prend de la détermination, puis vouloir apprendre, vouloir connaître l'univers. Je pense que c'est important parce que si, moindrement, malheureusement, c'est un enfant énormément insécure, surprotégé, les batailles sont encore plus grandes. Vous disiez hors d'onde tantôt, Jocelyne, que la détermination, c'est un élément essentiel des gens qui ont une déficience, comme dans votre cas, une déficience visuelle. André, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la détermination pour pouvoir progresser? La détermination, c'est une chose essentielle pour toute personne, à mon point de vue. Mais une autre chose sur quoi moi j'aime toujours à insister, c'est l'importance de regarder d'abord ses possibilités plutôt que ses limites. Autre chose très importante, moi j'ai toujours été à 7 ans et je suis encore à 77, quelqu'un de curieux et qui s'émerveille devant tout ce que j'ai de nouveau à découvrir. Donc, Jocelyne, vous offrez à votre petite Jocelyne de 7 ans le désir de la détermination. Vous allez lui dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver qu'elle est trop fonceuse, mais être fonceuse, finalement, je pense que ça a été important pour vous. Oui, c'est important parce que si je me réfère à aujourd'hui, les enfants sont dans une école régulière. Alors, à ce moment-là, il faut un peu que ce que dit André, il faut être curieux. Mais en même temps, c'est ça, il ne faut pas que les enfants soient surprotégés parce que quand tu es surprotégé, tu ne bouges pas, tu n'avances pas. Alors, tu es plus peureux, c'est normal parce que tu as été élevé dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faut vraiment être capable de faire sa place et puis de dire ce qui ne va pas le plus vite possible parce que c'est comme ça qu'on peut avancer un peu, de se sentir capable d'apprendre, de réagir, de vouloir connaître d'autres choses. Un peu comme André disait, être curieux, c'est très, très important. Alors, si tu n'es pas curieux, tu ne peux pas apprendre. Ma dernière question pour vous, Jocelyne, dans les circonstances de la vie actuelle, avec tout ce qui se passe avec la nature, l'écologie, depuis quelques semaines, la guerre, pessimiste ou optimiste par rapport à ce qui s'en vient, autant pour vous personnellement que les gens qui vivent avec une déficience? Ben moi, je pense qu'il faut quand même demeurer optimiste, là. Si on devient pessimiste, ça veut dire qu'on ne s'intéresse plus à l'environnement, puis on ne s'intéresse plus à.
Moi, je pense que je trouve ça très triste, le contexte de la guerre. Je considère que je suis chanceuse d'être née, je le disais encore récemment, je suis chanceuse d'être née sur le bon bord de la planète, comme ils disent. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est un pays plus pacifique que ça. Je pense qu'il faut demeurer sensible et puis empathique avec ceux qui vivent des conditions différentes. J'entendais, il n'y a pas si longtemps qu'hier, des petits-enfants d'Israël parler. Là, je ne sais pas ce qu'ils disaient, là, parce que je ne comprenais pas leur langue. Mais je m'imagine les enfants qui ont une déficience dans ce coin-là. Je m'imagine que quelqu'un que ses 2 bras, ses 2 mains, ses 2 jambes, ses 2 yeux, puis à cause du contexte de la guerre, ils deviennent hypothéqués sévèrement pour le reste de leur jour. Je trouve ça triste, mais en même temps, ça me donne rien de demeurer triste parce que je me dis que je n'avancerai pas dans le reste de mes combats que j'ai à faire ici avec la SAM et puis pour moi personnellement. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de découvrir une femme qui est humble, dévouée, déterminée, ça c'est sûr, on l'a dit à maintes reprises, d'une grande richesse, qui n'a pas hésité à donner au suivant. D'ailleurs, elle continue à faire œuvre utile puisqu'elle est toujours PDG de la SAM. Merci Jocelyne Richard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ont contribué à la réalisation de cette conversation, de cette émission, Éric Normando, le directeur général de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, André Vincent, qui est président du conseil d'administration de Vues et Voix et ancien membre de la SAM, mais qui est toujours membre de la SAM. Oui, j'ai l'impression que c'est moi qui ai mal compris. Dans à la mise en onde, Mathieu Tessier. À la recherche, Anaïs Sabourin. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Cette émission est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.